Et bonjour Green Flag. Bonjour à tous et bienvenue dans Green Flag, le podcast qui démystifie la crise écologique et sociale. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est partout et que ne voit presque jamais, les achats des entreprises. Pas les vôtres, ceux des entreprises qui fabriquent, distribuent, vendent et tout ce que vous consommez au quotidien. Un sujet qui au final nous concerne tous directement. Derrière chaque produit, il y a une chaîne de valeur, des matières premières, des sous-traitants, des usines, du transport, de la transformation. Et cette chaîne de valeur, elle a un impact qui n'est pas toujours visible et pas toujours assumé. Et c'est là que ça devient intéressant et un peu inconfortable, surtout pour ces entreprises. Parce que la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où va la responsabilité d'une entreprise. Est-ce qu'elle est responsable uniquement de ce qu'elle produit elle-même ou aussi de ce que font ses fournisseurs, parfois situés à l'autre bout du monde? Spoiler, la réponse évolue et vite et c'est une bonne nouvelle. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Laurent Bécaud, expert en développement durable spécialisé sur les achats responsables, le devoir de vigilance, la cartographie des risques ESG, donc environnement, social et gouvernance, et l'audit des filières d'approvisionnement. En clair, quelqu'un qui passe ses journées à regarder ce que les entreprises préféraient qu'on ne regarde pas trop. Laurent, bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, merci pour votre invitation et très heureux de répondre à vos questions. Merci à vous. Parfait. Alors, on va commencer ce petit podcast par une question très simple. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est concrètement les achats responsables et en quoi ça diffère des achats classiques? De quoi on parle en fait? Alors les achats classiques, c'est simple, ce sont des achats qui ont trois objectifs: la qualité du produit, les délais d'approvisionnement et les coûts. C'est-à-dire, j'achète pas cher, faut qu'on me le livre vite à une qualité qui a été définie à l'avance. Ok. Avec les achats responsables, on va intégrer une nouvelle dimension, c'est l'impact environnemental et l'impact social du produit. On va donc parler d'achats de coûts globaux, c'est-à-dire que non seulement j'ai un prix, mais aussi j'ai un prix pour l'environnement, j'ai un prix sur les droits de l'homme. Donc les achats responsables, c'est finalement un objectif plus long terme qu'un objectif court terme qui est simplement d'avoir un produit immédiat. J'ai mon produit, qui est évidemment dans les délais, dans les coûts et qu'on a définis, mais qui en plus va diminuer l'impact sur l'environnement et va, je dirais, augmenter son impact social. Alors si on veut quelques éléments, aujourd'hui, j'ai 38% des entreprises qui ont déjà engagé une démarche d'achat responsable depuis plus de 5 ans. Ok. J'en ai 26% depuis moins de 5 ans, ça fait que j'en ai plus de 50% qui ont engagé une démarche d'achat responsable Ok. et j'en ai que 7% qui n'ont rien engagé du tout. Donc on voit que c'est quelque chose qui est devenu incontournable Ouais. pour les entreprises, qui est déjà engagé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'impact sur l'image de marque. On verra tout à l'heure, probablement, il y a un certain nombre de réglementations et Mm. d'obligations. Mais le vrai sujet pour les entreprises, c'est que pour protéger leur image et leur réputation, elles doivent gérer ces sujets-là. On peut prendre l'exemple de Renault, de BMW, de Nike, d'Apple et autres. Ouais. Vous avez tous en tête ces scandales-là. Et donc, pour que ces scandales n'arrivent pas, évidemment, le levier des achats responsables est absolument stratégique. Ok, merci. Parfait. Un terme aussi qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui, je pense, dans cet épisode, c'est celui de la chaîne de valeur. Pour ceux qui ne sont pas familiers, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement et quel est son lien justement avec les achats responsables que vous venez de nous présenter? Alors, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités qui va transformer une idée en un produit fini. Donc en Ok. fait, j'ai un produit et j'ai une idée, et ben je vais extraire, une matière d'une mine par exemple ou couper du bois d'une forêt. Mm. Je vais le transformer, première étape, deuxième étape, le produit fini, le fabriquer, la logistique pour l'amener dans un entrepôt jusqu'au point de vente, jusqu'au client et ensuite sa fin de vie. Ça, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on voit bien évidemment que la problématique des achats, elle est importante par rapport à la chaîne de valeur, parce que toute la chaîne dite amont, Ouais. de la mine entre guillemets ou de la forêt jusqu'au produit fini, a un impact important. Et donc c'est pour ça que les achats responsables ont un impact et sont directement liés à la chaîne de valeur. Ok. Parfait. Ce qui peut surprendre au premier abord, c'est que les impacts environnementaux, mais également sociaux, d'une entreprise se situent majoritairement en dehors de du périmètre direct de l'entreprise, donc dans sa chaîne de valeur. Du coup, pourquoi les impacts se concentrent-ils autant chez les fournisseurs ou les sous-traitants, plutôt que dans les opérations directes de l'entreprise? Alors on peut l'illustrer, et après je réponds à votre question, Ouais. par une étude de McKinsey de 2022, il y a 4 ans, c'est pas si vieux. 7 initiatives sur 9 RSE dans les entreprises impliquent les approvisionnements. Donc Ok. on voit bien que 7 initiatives sur 9, on parle d'achat responsable ou d'achat tout court. Donc on voit bien qu'effectivement, ça illustre ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait les achats sont quelque chose de très important. Donc pourquoi c'est important? Première chose, c'est l'externalisation des activités.
Ok. Donc en fait, on fait faire de plus en plus à l'extérieur. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui finalement ne font que la conception du produit, l'idée du produit, derrière le marketing, la publicité et la distribution. Tout le reste est fait à l'extérieur. Et souvent dans des pays à bas coût, Oui. là où il peut y avoir des risques environnementaux et sociaux. Donc la première raison, c'est l'externalisation de l'activité, notamment d'approvisionnement et de fabrication. Ok. Je fais fabriquer en Chine, je fais fabriquer en Thaïlande, je fais fabriquer en Roumanie. Le second point, c'est qu'effectivement, je fais fabriquer aussi à l'extérieur, pas uniquement pour des raisons de coût, mais parce que je vais externaliser, entre guillemets, mes impacts négatifs. Si vous prenez un exemple sur la chimie du fluor, qui est hyper polluante, vous en avez plus en Europe, vous en avez quasiment plus aux États-Unis, elle est partie en Asie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Europe, il y a des réglementations qui vont dire qu'il faut faire attention aux pollutions. Le plus facile, je fais faire en Chine et au moins je suis pas embêté. Voilà. Donc les coûts, j'externalise. Je pollue à l'extérieur et pas chez moi, j'externalise. Donc tout Ouais. ça, c'est des achats. Mais c'est aussi sur des problématiques techniques ou technologiques. Vous prenez l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, notamment les antibiotiques, ils sont tous fabriqués en Chine ou en Inde. Ils ont maintenant un monopole technologique de savoir-faire. Ce savoir-faire n'existe plus en Europe. Ok. Donc même si je voulais faire des antibiotiques en France, je ne saurais pas le faire aujourd'hui. Donc je suis obligé d'aller à l'extérieur et de le faire dans un pays étranger. C'est pour ça qu'en fait, l'ensemble des impacts sont en grande majorité sur les chaînes d'approvisionnement. Si on prend par exemple les problématiques sur le climat, et notamment le carbone, vous savez qu'il y a 3 scopes, entre Ouais. guillemets, le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Mm. Pour l'empreinte carbone d'une entreprise industrielle, Ouais. 80% c'est le scope 3. Et dans le scope 3, ça va être à plus de 90% les achats. Ok. Donc c'est une illustration aujourd'hui qu'effectivement, les chaînes d'approvisionnement ont un impact absolument considérable sur la politique ESG et qu'il faut absolument prendre en compte. Même chose si on prend la biodiversité, même chose si on prend l'eau, même chose si on prend la pollution plastique ou la gestion des déchets. Hein. Je vous rappelle que pour faire 1 kilo de coton, il faut 10 000 litres d'eau. Donc vous voyez bien que l'impact eau, Ouais. mon empreinte eau de mes approvisionnements est considérable et même bien plus que ma propre logistique où je ne consomme pas d'eau pour distribuer les jeans dans les différentes galeries Lafayette ou Printemps, quoi, par Ouais, c'est exemple. clair. Voilà. Donc tout ça pour montrer que effectivement c'est absolument considérable. L'empreinte des achats est considérable, c'est la très grande majorité de l'empreinte globale de l'entreprise. Si maintenant je prends un peu de recul et les entreprises, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Il y a 2 sujets qui sont absolument essentiels dans les approvisionnements aujourd'hui et l'impact des approvisionnements. C'est Ouais. le carbone, on l'a Ouais. vu, hein, Mm. 80%. Alors, pour autant, regardez la communication de Total la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu, le président de Total a déclaré que finalement le scope 3, il arrêtait et qu'il n'y aurait plus d'objectifs et plus de plan d'action. Parce qu'en fait, ils n'y arrivaient pas. Donc c'est 80% de l'empreinte carbone de Total, c'est le scope 3, et Total a dit, bah, nous, le scope 3 terminé, on travaille que sur le scope 1 et le scope 2. Donc il n'y a pas que des informations réjouissantes sur ces sujets-là, mais qui montrent bien que les approvisionnements, c'est stratégique et que c'est pas si facile. Le second sujet, moi, que je vois aujourd'hui comme prioritaire pour les entreprises, on en a un petit peu parlé à travers la protection de l'image et de la réputation, c'est les droits de l'homme. Mhm. Oui. Donc là, les sujets ne font, que je dirais, que arriver en continu, que ça soit Accor la semaine dernière, que ça soit Capgemini, que ça soit Yves Rocher, que ça soit avant Nike, Apple, toute la fast fashion. On voit bien qu'aujourd'hui, une entreprise, notamment si elle produit en Chine ou en Asie du Sud-Est, ne peut pas s'exonérer d'un regard sur ces sujets-là. Donc le climat et les droits de l'homme. Et vous avez quelques sujets émergents qui commencent tout juste, et donc les entreprises s'intéressent à travers leurs achats à ces sujets-là. C'est la biodiversité. Ouais. Voilà, donc on le voit, mais très difficile parce que l'empreinte carbone, c'est facile, on sait la mesurer. Ouais. La biodiversité, même s'il y a des méthodologies type GPS et tout ça, c'est plus difficile de la mesurer, et donc les plans d'action sont plus difficiles. Puis c'est pas répandu dans toutes les entreprises en plus, c'est Voilà, beaucoup plus donc Ouais. c'est très émergent. Je dis ça, on commence à Ouais. en parler. Il n'y a pas encore d'empreinte biodiversité définie. Non, C'est non. trop compliqué. Voilà. Si on a fait un podcast juste pour rappel sur la biodiversité, c'est notre Bon, voilà. 3e épisode. Parfait, c'est émergent. L'eau, l'empreinte eau, Ouais. c'est aussi des sujets. Et puis la fin de vie commence aussi à être un sujet. Voilà. Donc j'ai 2 sujets principaux, qui est les droits de l'homme et le climat. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, à part Total, travaillent sur ces sujets-là. Et puis certains où les entreprises commencent à s'intéresser, qui sont la fin de vie, la biodiversité et l'eau. Ok. Ok, merci. Bah, du coup, comme vous venez de le dire, finalement, les sujets sur lesquels il faut se concentrer, c'est le climat et les droits de l'homme. Donc, ça veut dire que le devoir de vigilance a une très grosse importance.
Et on sait que c'est un concept juridique et stratégique qui est très important et qui monte beaucoup en puissance, principalement dans la réglementation, européenne et française. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et est-ce que ça change la donne pour les entreprises vis-à-vis de leurs fournisseurs, y compris du coup, comme vous le disiez, ceux qui sont basés à l'étranger? Alors ça change tout, notamment en France avec le devoir de vigilance. Donc la France a été précurseur, c'est suite je dirais au drame du Rana Plaza en Ouais. 2013 au Bangladesh, qui était, une usine qui fabriquait, des vêtements pour l'industrie textile, 1 138 morts, 2 000 blessés. Donc ça a été un séisme, à tout point de vue, dans l'écosystème et sous la pression d'ONG, d'associations, la France a sorti une loi, devoir de vigilance en 2017. Pays précurseur sur le sujet, même si, en Angleterre, il y avait le Modern Slavery Act depuis 2015. Donc c'est une loi qui, concentre, qui s'intéresse aux entreprises de plus de 5 000 salariés ou 10 000 salariés dans le monde. C'est à peu près 300 entreprises en France, hein, qui sont concernées par le devoir de vigilance, toutes les plus grosses, évidemment, qui peuvent être poursuivies en justice. Il y a une quinzaine d'actions en justice en cours, et aujourd'hui, 2 entreprises qui ont été condamnées, La Poste et Yves Rocher, il y a quelques jours. Quel est l'objectif de ce devoir de vigilance? C'est d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves à l'environnement, aux droits de l'homme et santé sécurité. Donc ça veut dire que c'est vraiment les sujets importants. Ça concerne, et c'est là où une nouveauté, toute la chaîne d'approvisionnement des entreprises, OK. et donc des fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. C'est-à-dire que moi, si je vends des vêtements, le fournisseur, la coopérative qui fabrique le coton est dans le périmètre du devoir de vigilance. Donc je dois m'intéresser si cette coopérative en Inde qui fabrique du coton, elle consomme trop d'eau ou elle fait travailler des enfants, ou encore pire, 20% du coton dans le monde, c'est la Chine, c'est les Ouïghours. Et donc, je suis une entreprise qui a des produits en coton, je dois savoir si les Ouïghours ont été à l'autre bout de la chaîne. OK. Donc sujet difficile, complexe, mais évidemment, important. Donc première nouveauté, toute la chaîne d'approvisionnement. Seconde nouveauté, ça veut dire qu'il y a l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'effectivement, elle s'applique à des entreprises qui ne sont pas en France, donc qui pourraient ne pas être assujettis au droit français, mais finalement qui sont rattrapés par le devoir de vigilance. Et dernière nouveauté, complètement dernière, parce que le cas Yves Rocher en a été l'exemple, c'est l'engagement de la responsabilité civile de l'entreprise, qui peut être amené à payer des dommages et intérêts à des salariés qui sont à l'autre bout du monde. Donc ça veut dire que c'est un sujet très important qui change tout, un game changer, hein, pour les entreprises, Oui. très clairement. Elles ne peuvent plus dire je savais pas. Elles ont une obligation de moyens raisonnables pour savoir justement ce qui se passe sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc en clair, ça veut dire quoi? C'est identifier les risques Mmh. à travers une cartographie des risques. 2, je dois peser ces risques, savoir s'ils sont plus ou moins graves, mettre en place des plans d'action, vérifier que ces plans d'action sont efficaces, communiquer à travers le plan de vigilance de manière publique sur ce qu'on a fait. Et puis, il y a aussi une obligation d'un système d'alerte, entre guillemets, pour les salariés de toute la chaîne de valeur amont, pour s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est dégradant ou une atteinte aux droits de l'homme, pouvoir prévenir l'entreprise cliente qui doit réagir. Donc voilà de quoi on parle quand on parle de devoir de vigilance. Quelques mots au niveau européen, Ouais, comment parce ça que je se crois que passe, ça faisait partie de Ouais. votre question. exactement? Alors, au niveau Europe, il y a la CS3D, OK. devoir de vigilance au niveau européen, et la CSRD. Donc CSRD, on la met un peu à part parce que le devoir de vigilance, c'est finalement une obligation de moyens pour savoir ce qui se passe et pour maîtriser mes chaînes d'approvisionnement et prévenir des atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement. La CS3D, c'est un peu différent, c'est une obligation de transparence. En fait, je suis transparent sur toutes mes activités. Donc c'est du reporting pur. OK. Pour autant, la CS3D est une devoir de vigilance au niveau européen pour une raison assez simple au départ, c'est une harmonisation des réglementations en Europe. La France, donc, il y avait le devoir de vigilance depuis 2017, l'Allemagne depuis 2023, il y a des réglementations aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, et donc il y avait une volonté d'harmonisation. OK. Initialement, il y avait un périmètre qui était assez large. Elle vient d'être revue par la loi Omnibus en Europe. On est sur des entreprises de plus de 5000 salariés avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard. Donc on est sur le nombre de salariés, on est sur le même périmètre que la France, 5000. Par contre, il y a une contrainte de chiffre d'affaires qui est quand même assez élevée et il va y avoir une obligation d'application. Alors c'est une directive donc avec une retranscription dans la loi française, Ouais. c'est juillet 2028 et donc une mise en application juillet 2029. Dans le périmètre actuel, je ne suis pas sûr qu'elle change grand-chose. En tout cas, elle est moins exigeante que le devoir de vigilance français. Finalement, on est revenu pas mal en arrière.
Si on prend l'exemple de la cartographie des risques, hein, elle est plus ou moins exhaustive selon le devoir de vigilance en France. Au niveau européen, je reprends le terme parce que le nouveau terme est assez énigmatique, c'est une analyse préliminaire plus générale. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi Qui est concrètement? très C'est, global. Eh ben, chacun il je sais verra ce pas. qu'il veut, mais finalement, voilà, on parle de ça. Donc, on peut penser que la nouvelle directive CS3D ne va pas apporter grand-chose en termes de contraintes supplémentaires pour les entreprises, en tout cas en France. Dans d'autres pays qui n'avaient rien, oui, évidemment. Et Ok. pour l'Allemagne, la France ou des pays qui avaient quand même des textes assez avancés, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Il n'y a pas de plus-value réelle, quoi. Non, en tout cas, c'est pas un changement drastique. Ok, merci. Et du coup, concrètement, si je suis une entreprise européenne, peu importe française ou pas, si on est, je sais pas, en 2030, après que la directive vienne d'être adoptée dans n'importe quel pays de l'Union européenne, et que, en fait, dans ma chaîne d'approvisionnement, ma chaîne de valeur, j'ai des fournisseurs chinois qui font travailler des Ouïghours, et du coup, que je le constate. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Est-ce que je dois arrêter de travailler avec eux, leur proposer des améliorations? Comment ça se passe? Alors, c'est pas bien. C'est peut-être travailler les Ouïghours. Méchant. Hein. Non, mais le sujet est complexe, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir l'information. Vous pensez bien que les Chinois, y compris le gouvernement chinois, sait pertinemment Oui. que faire travailler des Ouïghours, c'est quelque chose qui est je dirais, combattu par les autorités européennes, même américaines. Hein. Vous avez un texte aux États-Unis, le Uyghur Act, depuis 2024 de mémoire, où en fait vous devez prouver, c'est-à-dire que la charge de la preuve est aux entreprises, vous devez prouver que les produits que vous exportez aux États-Unis ne sont pas issus du travail des Ouïghours. Donc les États-Unis, vous voyez, donc les Chinois sont parfaitement au courant. Donc c'est plus ou moins caché et donc compliqué d'avoir la totale transparence sur la filière d'approvisionnement. Ce qui est certain, c'est si vous faites fabriquer des produits issus notamment du coton ou de l'électronique en Chine, vous avez une forte probabilité de travailler des Ouïghours. Ok. Donc c'est à vous effectivement de remonter les chaînes pour le savoir. Vous avez, Dieu merci, des organisations, des ONG qui travaillent sur le sujet. Il y en a deux principales. Vous avez la Sheffield University en Angleterre, qui d'ailleurs a été poursuivie par le gouvernement chinois. Il y a un procès en cours parce qu'elle établit des listes d'usines qui font travailler des Ouïghours et qu'elle met à jour très régulièrement. Pourquoi elle a été poursuivie du coup? Enfin, pour... Parce que c'était plus ou moins faux et ainsi de suite. Donc en fait, ils ont été obligés de ressortir du site internet de la Sheffield University la liste des entreprises Ok. qui font travailler des Ouïghours. Vous le retrouvez par ailleurs, donc de toute manière on arrive à avoir cette information. Et vous avez l'ONG, donc j'ai oublié le nom, australienne, qui a sorti ce sujet-là, des Ouïghours, hein, il y a quelques années, et qui publie aussi régulièrement des listes d'entreprises qui font travailler les Ouïghours. Donc il y a moyen d'avoir cette information. Maintenant, la question que vous renvoyez derrière, si on suit les réglementations et les recommandations au moins de l'OCDE, la bonne réponse, c'est pas forcément de dire je ne travaille pas avec ces gens-là. Oui, oui. Parce que vous ne changez pas, à ce moment-là, malheureusement, la situation des salariés, pour ceux qui sont payés, dans ces situations, vous n'améliorez pas leur quotidien et la vie. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'identifier ces sujets-là, et 2, de travailler avec les entreprises en question pour essayer de les aider à améliorer les conditions de vie, les conditions de travail de ces salariés-là. Voilà. Donc si on ne peut pas y arriver, à un moment on dit ok, on va rompre le lien commercial, mais l'objectif c'est essayer d'améliorer les situations. Ok. Du coup, bon, là, vous en avez parlé dans les enjeux environnementaux liés donc aux achats responsables et à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Il y a le carbone, il y a également maintenant la biodiversité, l'épuisement des ressources. C'est quoi la marge de manœuvre pour une entreprise pour agir à ce niveau-là, si on focus vraiment les enjeux environnementaux? Alors, il y a plusieurs moyens de y arriver. Le premier moyen, c'est de développer avec éventuellement les fournisseurs, ou surtout avec les fournisseurs, la résilience des filières. Ok. Je prends un exemple que j'aime bien, la production de la bergamote, Ok. que vous mettez dans le thé, les Earl Grey, Ah oui. Ok. mais qui est aussi utilisé en parfumerie et autres. 95% de la production mondiale, 95%, c'est en Calabre. Aujourd'hui, la Calabre est très fortement impactée par le réchauffement climatique, à la fois en termes de stress hydrique, il y a de moins en moins d'eau, et d'impact sur la biodiversité locale et donc la pollinisation. Donc c'est un énorme sujet. Donc est-ce que finalement, si on fait rien, dans 20 ans, je vais pouvoir continuer à produire avec les mêmes rendements la bergamote en Calabre? Probablement non. Donc il y a des actions à mener, peut-être avec des ombrières, un certain nombre de choses, pour augmenter la résilience. Donc premier sujet, sur les impacts environnementaux, augmenter la résilience des filières, notamment celles dites agricoles.
Voilà, qui vont être impactés par la température, par le manque d'eau, par la biodiversité. Second sujet, sur des filières qui peuvent être plus industrielles, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais si, la qualité des produits. Alors pourquoi c'est complètement lié? Une usine en Chine Ouais. vend à son client des produits conformes. Les produits qu'elle a fabriqués qui sont non conformes, elle les vend pas. Ils sont détruits ou recyclés au mieux. Mmh. Donc en fait, ça veut dire qu'elle va passer 80% de son temps à fabriquer des produits qu'elle va vendre et 20% de son temps des produits qu'elle va pas vendre parce qu'en fait ils sont non conformes quand ils passent en contrôle qualité à la fin. Ok. Donc si on améliore la qualité du produit et qu'on fait ce qu'on appelle du bon du premier coup et que je produis 100% de produits conformes, bah, je vais diminuer mon temps de travail. Pour autant, je vais vendre autant de produits à mon client et en plus ça va me coûter moins cher parce que j'ai utilisé moins de matières premières. Donc si on aide nos fournisseurs à faire du bon du premier coup, finalement, il va travailler moins, peut-être même mieux payer ses salariés, et en plus, j'ai un impact matière plus faible. Ok. Donc ça, nous, on l'a fait, enfin, moi, je l'ai fait dans plusieurs usines en Chine. C'est des projets de 1 an et demi, 2 ans. Ça marche très, très bien, et ils ont même pu augmenter les salaires. Ok. Bah oui, parce qu'ils achètent moins de matière, ils font travailler les gens moins longtemps, et en fait, eux, le chiffre d'affaires qu'ils font est toujours le même, Oui, oui, oui. parce qu'ils vendent le même nombre de produits. Donc en fait, c'est un sujet vraiment intéressant. Autre levier, alors qui n'est pas que pour l'environnement, mais principalement pour l'environnement, c'est l'éco-conception, évidemment. Donc vous allez faire des analyses de cycle de vie au moment de la conception pour évaluer les impacts sur l'eau, la biodiversité et ainsi de suite. Et puis vous allez choisir la conception la moins impactante. Donc ça, pareil, les donneurs d'ordre peuvent aider leurs fournisseurs et de co-construire avec eux en fait des produits éco-conçus. Alors, faut choisir les batailles, parce que ça paraît intéressant, mais c'est très compliqué. Je vous prends un exemple. Je suis une entreprise cosmétique, mes produits sont dans un packaging en plastique. Je veux diminuer mon impact plastique, je vais faire de l'éco-conception et il va ressortir que ça serait peut-être bien dans un packaging en verre. Super, mais j'ai dégradé mon empreinte carbone parce que pour faire du verre, l'empreinte carbone est beaucoup plus forte que pour faire du plastique. Ouais, c'est clair. Donc ce que je gagne d'un côté, je peux le perdre de l'autre. Donc c'est pas si simple, l'éco-conception. Mm. Donc il faut vraiment que ça soit holistique, comme on dit, global, multicritère. En tout cas, il faut avoir des axes prioritaires. Voilà. Sur quel axe je veux améliorer mon empreinte. Mais on ne pourra pas gagner sur tous les sujets. Et puis après, des choses assez administratives. Évidemment, sur l'intégration de tous ces critères-là dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges et ainsi de suite. Ça paraît une évidence. Mm. Et aussi dans les business reviews avec les fournisseurs. C'est quoi une business review? C'est une fois par an, je fais des réunions avec mes fournisseurs les plus importants, ceux avec qui je fais le plus de chiffre d'affaires. Je les évalue. Historiquement, je les évalue. Est-ce que la qualité des produits était bon? Est-ce que tes prix étaient bons? Et est-ce que tes délais d'approvisionnement, tes lead time étaient conformes? Et puis, je te donne une note. Et puis, si t'es bon, je te commande encore plus l'année d'après. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée d'une business review. Et ben, on intègre un critère qui est ton impact environnemental, ton impact sur les droits de l'homme et ainsi de suite. Voilà. Ok. Ok. Et ça, c'est un bon levier parce que business review, ça veut dire j'ai moins de business et je suis pas bon l'année suivante. Donc d'ajouter ces critères en ESG entre guillemets, Oui. c'est un bon moyen finalement d'aller dans le bon sens. Ok. Merci. Maintenant qu'on a un peu abordé plutôt les impacts environnementaux, moi j'aimerais bien qu'on aborde plutôt un peu les aspects humains, qui sont peut-être plus difficiles à adresser, mais c'est vrai qu'au début, vous avez commencé par nous donner des chiffres d'entreprises qui ont mis en place une politique d'achat responsable. Vous nous avez Ouais. dit qu'il y en a qui ont des systèmes d'alerte internes, mais pourtant on voit quand même qu'il y a régulièrement des ONG qui dénoncent de grandes multinationales pour des violations des droits humains chez leurs fournisseurs. Du coup, on voulait savoir un peu quels sont les principaux enjeux sociaux qu'on peut trouver sur une chaîne de valeur et comment est-ce qu'une entreprise peut réellement vérifier que ses partenaires respectent des standards dignes, que ce soit de la réglementation ou ses propres engagements qu'elle a mis en place. Alors sur les problématiques sociales, les droits de l'homme, le sujet il est plus difficile parce que pas visible à l'œil nu. Ouais. Quand vous polluez une rivière, on le voit. Et donc quand on va chez le fournisseur, quand il y a des pratiques environnementales déviantes, ça se voit assez facilement à l'œil nu. Alors pas toujours, mais principalement. Par contre, des pratiques de discrimination, de travail forcé, de travail d'enfants, évidemment, ils vont planquer les enfants si vous allez visiter ou faire un audit et ainsi de suite. C'est pas forcément visible à l'œil nu. Donc il y a une complexité supplémentaire. Quelques choses supplémentaires pour qu'on comprenne bien l'ampleur du sujet. D'après McKinsey, une étude de 2021, je vais vous donner après un chiffre de 2024, 45% des entreprises ont une vision claire des pratiques RSE chez leurs fournisseurs, que 45%.
Et ça, c'est pour les fournisseurs de rang 1, hein, c'est-à-dire ceux chez qui j'achète. Ouais, directement. Oui, directement, ok. Pour le rang 2, c'est 2%. Ouais. Donc en fait, je ne sais pas ce qui s'y passe. Ouais. Et alors, bonne nouvelle, ça a progressé. En 2024, on est à 6%. Après, on est 3 fois plus. Pour le Pour rang le 2. rang deux, du Pour le coup. rang 2. Et pour le rang 3. Bah, c'est infinitésimal. Voilà. Donc, vous voyez, on parle de ça. Donc, déjà, c'est pas visible. En plus, je sais pas trop ce qui s'y passe réellement, au-delà du rang 1. Donc, on parle de ça. Alors, c'est quoi? C'est évidemment les conditions de travail, donc le travail, je dirais le temps de travail, le travail forcé, le travail d'enfant, le travail illégal, tout ce qui va être très souvent dans beaucoup de pays, notamment en Asie, ça se fait beaucoup, un petit peu en Afrique, les employeurs hébergent aussi les salariés, donc les conditions d'hébergement et ainsi de suite. Ok. Donc, on parle de ça. Il y a des standards, il y a des règles internationales, des réglementations, notamment l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Selon une étude de 2024, 3% des entreprises respectent les conventions de l'OIT. 3%. Voilà, alors on ne sait pas si c'est les mêmes 2% sur lesquels on a une visibilité, mais enfin en tout cas ça fait pas beaucoup. Et quand Ouais. on parle de salaire d'essence, c'est-à-dire qui permet de vivre, toujours selon la même étude de 2024, il n'y a que 4% des entreprises qui payent au salaire décent leurs employés dans le monde. Donc on voit bien que les problématiques sociales sont peu visibles, mais par contre elles sont très prégnantes. Elles peuvent être gravissimes, avec effectivement une atteinte sur les droits de l'homme, et donc à la réputation de l'entreprise et à l'image. On parle de travail d'enfant, on parle de travail forcé, d'esclavagisme moderne et autres. Voilà. Et je ne vous parle pas de liberté syndicale, de tous ces sujets-là, de non-discrimination. Évidemment que ça existe, mais voilà, c'est que je dirais la barque est très chargée, quoi, de point de vue sur les problématiques sociales. Bon, du coup, là, on a brossé un tableau assez complet des différents enjeux environnementaux et sociaux sur la chaîne de valeur des entreprises. Mais du coup, concrètement, comment ça se passe? Comment pour une entreprise qui n'est pas forcément mature sur ces sujets-là, mais qui a un impact, peu importe sa taille, bon, plutôt quand même une grande entreprise, elle doit commencer pour établir une vraie démarche d'achat responsable quand en plus elle a des fournisseurs, des sous-traitants de rang 1, rang 2, etc., qui sont dans des pays, on va dire, qui respectent peut-être un peu moins les conventions de l'OIT ou les droits de l'homme qu'en France ou en Europe. Qui sont plus risqués, on va dire. Voilà, c'est Voilà. ça. Alors, avant de rentrer sur une démarche un peu détaillée, mais avec des étapes, ce qui est certain, c'est il faut une prise de conscience de la gouvernance de l'entreprise, alors que ce soit le comité exécutif, le directeur achat, voire le conseil d'administration. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une prise de conscience que ces enjeux sont devenus absolument stratégiques Ok. et que un reportage à Cache Investigation d'Élise Lucet sur le sujet de l'entreprise va faire perdre un certain nombre de capitalisations boursières assez rapidement, hein. Ouais. On prend l'exemple d'Accor la semaine dernière C'est vrai. sur le Human Trafficking Accord, c'est 11% de perte capitalisation boursière dans la journée. Donc on voit bien que les enjeux sont absolument majeurs, stratégiques pour l'entreprise, et donc la prise de conscience, je dirais, de la gouvernance de l'entreprise, de la direction générale, et donc évidemment derrière des messages au moins à la direction achat pour dire c'est un sujet stratégique autant que les coûts d'achat. Ok. Oui, oui. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la première étape qui me paraît obligatoire, la plus facile, entre guillemets, c'est un corpus documentaire. Donc une charte éthique à faire signer, comme quoi on va respecter les 5 libertés fondamentales des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ainsi de suite. Voilà, un certain nombre de textes internationaux à faire signer à nos fournisseurs. Et en cascade, on va demander aux fournisseurs de rang 1 de le faire signer au rang 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça n'engage que ceux qui y croient, mais au moins ça a le mérite de définir des règles du jeu qui sont claires. Qu'est-ce qu'on attend du fournisseur? Donc ce corpus documentaire, donc ces chartes éthiques, conditions générales de vente, qui est la fameuse CGV, CGA et ainsi de suite, les cahiers des charges, les contrats, il doit y avoir les clauses systématiques qui renvoient aux textes internationaux sur ces sujets-là. Ça ne change pas la face du monde, mais les règles du jeu sont définies, claires. Nous, clients, voilà ce qu'on attend de vous, fournisseurs. Ok. Et ça veut dire que si on constate plus tard que vous ne respectez pas ça, on faudra venir vous chercher et on sera dans le bon droit. Donc, le corpus documentaire, être très clair dans tous les documents contractuels et pseudo-contractuels du type charte éthique. 2, donner des objectifs aux fournisseurs. Non seulement il va signer ça, mais je lui dis attention, pour moi c'est très important. Par exemple, ton taux d'accident du travail chez toi, je ne veux pas qu'il soit supérieur à 2%, ton empreinte carbone, ton empreinte eau, et ainsi de suite. Donc un certain nombre d'objectifs très clairement donnés, si on peut le faire quantitatif, qui vont aussi permettre d'alimenter la fameuse business review dont on a parlé. Oui. En fin d'année, t'en es où dans tes objectifs? Est-ce que tu les as atteints? Pas atteints. Déjà au moins, donc là, j'ai des règles du jeu claires sur le corpus documentaire et des objectifs quantitatifs.
Une fois qu'on a fait ça, il y a des fournisseurs dans des pays plus ou moins à risque, avec des réglementations locales plus ou moins effectives sur le sujet, et des pratiques culturelles plus ou moins effectives sur ces sujets-là. Et donc, on doit identifier les risques. Donc, c'est la fameuse cartographie des risques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je prends tous mes achats, du rang 1 jusqu'au rang N. J'essaye d'avoir l'information dans quel pays. Au moins, si on a le pays, déjà, c'est plutôt bien. Et avec ce couple, je sais quelle activité je fais, quel produit j'achète dans quel pays. Je suis capable d'évaluer mes risques. Il y a des bases de données internationales qui permettent de le faire de manière très simple. Et donc, j'ai une cartographie des risques assez précise. Et classiquement, on va classer les fournisseurs, quel que soit le rang, du très à risque à pas du tout à risque. Voilà. Et souvent, les entreprises font 4 niveaux, low risk, medium risk, high risk, very high risk. Voilà. Très souvent, c'est ça. Et ensuite, en fonction du type de risque, on va définir un plan d'action. Donc, pour ceux qui ne sont pas du tout à risque, je fais rien. Pour ceux qui sont un petit peu à risque, je vais faire signer un contrat, un cahier des charges avec précis, ce genre de choses. Ceux qui sont un peu plus à risque, mais dans certains pays, on va dire, tu vas être certifié 45001 et puis ça ira très bien. Et ceux qui sont très à risque, on va dire, on va aller te voir, on va aller t'auditer, on va aller sur place, on va vérifier, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je détermine ma cartographie. Derrière, je mets en place mon plan d'action, mes évaluations et autres. Et après, je boucle ma boucle, la fameuse business review. Et voilà, on en est où, hein? Qu'est-ce que tu as fait cette année? Je regarde mes indicateurs, je regarde mes rapports d'audit et ainsi de suite. Et comme ça, on évalue réellement où en est le fournisseur et on va lui dire, écoute, t'es super, on continue de travailler avec toi, on va même te donner plus de business. Ou non, là-dessus, c'est pas acceptable, il faut que tu t'améliores, tu fais travailler tes salariés en moyenne 72 heures par semaine, c'est pas acceptable, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Dernier point qui se met de plus en plus, notamment chez les grands donneurs d'ordre, c'est aider les fournisseurs. C'est qu'on a un certain nombre de fournisseurs qui disent, moi j'aimerais bien, mais vous me faites des commandes au dernier moment de 300 000 pièces, donc je suis obligé de travailler 90 heures par semaine, sinon je ne peux pas vous livrer. Donc déjà, il faut que vous soyez plus clair chez vous, parce que sinon, forcément, ça a un impact chez moi. Vous ne pouvez pas me donner des baffes parce que je travaille 90 heures par semaine. Si vous m'avez fait une commande de 300 000 pièces 15 jours avant, c'est pas possible. Donc déjà, on va travailler ensemble pour mieux se coordonner, pour mieux anticiper. Et notamment sur les problématiques, ça c'est social. Sur l'environnement, souvent, il y a des problèmes d'investissement. Il faut mettre des panneaux solaires, il faut acheter un nouveau matériel qui va consommer moins d'énergie et autres. Et là, on voit des donneurs d'ordre qui vont finalement financer un certain nombre de fournisseurs. Ok. Et ok, tu peux pas te payer tes panneaux solaires, moi je vais te les payer. Et donc, on peut penser par exemple à un fonds de financement qui est propre à l'entreprise, avec un certain nombre de critères. Et donc, par exemple, les fournisseurs qui sont bons en business review, qui sortent en vert en business review, ils ont accès à ce fonds, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire financer un certain nombre de matériel, d'investissements productifs par le donneur d'ordre final, par son client, en disant nous on va t'aider parce que c'est notre intérêt, et ainsi de suite. Donc ça, on le voit de plus en plus sur une aide à des financements, voire même un financement complet, c'est même pas un prêt. Hein. Moi, je l'ai vu, des entreprises qui vont payer une partie de l'appareil de production chez son fournisseur et lui mettre à disposition. En fait. Et c'est assez efficace, Ah oui, ça marche bien. Mais une nouvelle fois, il faut que ce soit les fournisseurs qui ont réellement la volonté. Donc ça, on le voit sur des problématiques environnementales le plus souvent. Les problématiques sociales, le fournisseur qui fait travailler des enfants, il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Hein. Ah oui. Ouais. Donc là, voilà. Donc soit effectivement, les problématiques sur le temps de travail, ce genre de choses, on va pouvoir l'aider, je vous l'ai dit, à travers les problématiques sur la qualité, sur un certain nombre de choses, une meilleure coordination, anticipation et tout ça. Mais quand on est sur du travail forcé, sur du travail d'enfant, on a des fournisseurs qui savent pertinemment qu'ils peuvent pas le faire. Donc c'est très compliqué d'améliorer les situations. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, du coup, c'est plutôt focus sur la relation entreprise-fournisseur. Oui. On peut se dire qu'il y a aussi d'autres acteurs qui rentrent dans ce processus, si je peux dire, qui sont un peu les instances de gouvernance et les consommateurs. Pour vous, est-ce que vous êtes assez optimiste sur l'évolution des futures réglementations et les choix, si je peux dire, plus éthiques ou plus responsables des consommateurs? Qu'on voit un peu évoluer déjà, mais ça peut Alors, toujours être un il peu y a deux questions dans votre question. Ouais. Il y a l'évolution des Réglementation. consommateurs et puis il y a l'évolution de la réglementation Ouais. du législateur. Alors, sur le législateur, ce qui est certain, c'est qu'on voit de plus en plus de textes sur le sujet. Alors, on a parlé de la CS3D, de la CSRD, du Modern Slavery Act en Angleterre, en Allemagne, en Australie, et ainsi de suite. Il y a plein de lois aux États-Unis. Il y a la Transparency in Supply Chain Act en 2012, là, en Californie. Sur les Ouïghours, c'est 2022. Je me suis trompé, c'est pas 2024, c'est 2022, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a une recrudescence de textes qui vont un peu tous dans le même sens. C'est grosso modo, il faut savoir ce qui se passe sur vos chaînes d'approvisionnement et vous allez nous rendre des comptes sur le sujet.
Ça, c'est notamment sous la pression de la société civile et des associations, hein, et des ONG, c'est une évidence. Donc ça va plutôt dans le bon sens. OK. Le risque, et on l'a vécu à travers la CSRD et la CS3D, c'est que finalement, il y a une charge administrative qui devient très lourde pour les entreprises, notamment en reporting, et que finalement, moi je l'ai vu, c'est des budgets qui vont là-dessus et qui vont pas dans la transformation ou dans l'amélioration. Donc il faut faire très attention sur la réglementation. C'est bien parce qu'elle va obliger, mais par ailleurs, il ne faut pas que ça devienne une charge administrative tellement lourde que c'est le budget qui devient tellement conséquent. Hein, la CSRD sur un acteur du CAC 40, c'est une mission de conseil d'une entreprise de conseil à 400 000 euros. Donc on voit que c'est des budgets qui ne sont pas Mmh. négligeables, qui pourraient passer ailleurs. Donc il Mmh. faut un bon équilibre entre une évolution réglementaire nécessaire, notamment une harmonisation des normes, mais par ailleurs que ça soit pas une charge administrative extrêmement importante. Il faut qu'elle soit plus incitative que finalement que sur des listes d'indicateurs à Oui. reporter au niveau public. Ce qui est certain, c'est que sur la partie réglementaire, ce que l'on voit, c'est une augmentation de la responsabilisation des entreprises sur leur chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Deux, l'extraterritorialité, on en a parlé, qui est une vraie révolution. Pourquoi? Parce que moi, entreprise, je faisais un reporting sur mes usines, sur mon activité, donc j'y voyais très clair. Maintenant, on me demande un reporting sur le fournisseur de mon fournisseur de mon fournisseur. Je sais même pas comment il s'appelle et je sais même pas combien il a de salariés. Et on me demande de savoir s'il faut travailler des enfants là-bas. Bon, bah ouais, ok, j'essaye. Donc on voit bien la difficulté, mais c'est bien parce que ça responsabilise. Ce qui est certain, c'est que le cas Yves Rocher, là, effectivement, est une première sur la responsabilité civile. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, c'est que finalement les entreprises engagent leur responsabilité civile s'il y a des fautes qui sont faites et des dommages qui sont Mmh. faits, par exemple, aux salariés du fournisseur. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Effectivement, je pense que ça va dans une bonne chose. Si on résume, on avait avant un mindset qui était de dire, moi, entreprise, je dois respecter la loi. Si je respecte la loi, tout va bien. Même si je pollue par ailleurs. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas interdit était autorisé, Ouais. en gros. On voit bien que maintenant, c'est plus du tout l'état d'esprit. On parle de vigilance raisonnable et autres. Donc bien au-delà de ça. Donc pour ça que la responsabilité finalement des législateurs, elle s'amoindrit un peu, mais la responsabilité de l'entreprise, elle est beaucoup plus forte. C'est d'au-delà de la réglementation, il y a le sens d'un certain nombre de sujets, et je dois, moi, évaluer les impacts, et les impacts qui sont négatifs et qui sont trop forts, je dois mettre en place des plans d'action. Ouais. Donc on voit bien qu'on commence à changer de paradigme, de la loi uniquement la loi. Non, on voit bien que maintenant, il y a des normes, un certain nombre qui se mettent en place, qui ne sont pas stricto sensu et explicites dans la loi, mais pour autant, je dois faire en sorte de diminuer mon impact et ma pollution. On voit bien, tu vois, la pression de la société civile sur le sujet est importante, et une entreprise qui polluerait, qui ferait travailler des enfants, même si elle respectait la loi, je ne sais pas comment elle pourrait le faire, mais pourquoi pas, à la limite, c'est plus possible aujourd'hui. Donc ça renvoie à votre seconde question sur la société civile, finalement, Ouais. c'est quoi son rôle? Ok. Alors là, c'est hyper ambivalent. C'est hyper ambivalent. Ok. Parce qu'on a des jeunes générations hyper engagées qui disent ah mais moi de toute manière c'est clair, tout ça c'est pas acceptable, je veux pas acheter chez Shein et tout ça. Ouais. Et pour autant c'est les mêmes qui changent d'iPhone dès qu'il y a un nouveau qui sort. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce d'oxymore des jeunes générations, à la fois très engagées mais à la fois très consommatrices. Aujourd'hui en France, en moyenne, je crois qu'on achète 40 ou 45 vêtements par personne par an en moyenne. Ok. C'est juste incroyable. Ouais, Parce que vous en avez certaines personnes qui en achètent moins de 5. Ça veut dire que les autres, elles en achètent 2 par semaine. Voilà. Donc, c'est ça aujourd'hui la réalité de la société civile. C'est qu'on est sur une société qui, en principe, se dit mais ce n'est pas acceptable de faire travailler des enfants. Et les mêmes qui vont acheter de la fast fashion, où par définition, quand on achète un t-shirt à 5 euros, c'est quelque part dans la chaîne de valeur, il y a des gens qui n'ont pas été payés. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça peut pas être autrement. Non, c'est Oui, clair. oui. Voilà. Et donc on est en plein dedans aujourd'hui, sur le paradoxe de la société, où à la fois on se dit c'est pas acceptable, mais pour autant, je refuse de changer mon comportement, c'est plutôt aux autres de le faire. Oui. Donc je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis observateur, Ok. et je pense qu'à mon avis très important, c'est d'être très transparent et donner de l'information à ces jeunes générations pour dire, faut que vous ayez conscience que si vous achetez ça, ça veut dire ça. Voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça a été pollué, et c'est du travail forcé ou autre. Oui, voilà comment ça peut se passer. Parce que là, finalement, c'est pas si clair. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question Si, si. sur le sujet. Comment les aider? Il y a un certain nombre de réglementations aujourd'hui, que ce soit au niveau français. Je prends l'exemple du textile, par exemple, sur l'éco-score. Ouais. En fait, on va scorer comme le pot de yaourt là, que vous achetez, il est Oui. ABCDE, là. C'est ce qu'on- Et donc, il y a un projet d'éco-score en France qui devient obligatoire fin d'année, là, Ouais. en octobre 26. Alors, les entreprises n'auront pas l'obligation de publier un éco-score, mais des acteurs tierces parties, une association pourra calculer l'éco-score d'une entreprise si elle ne le fait pas et le publier.
Donc Ok. ça veut dire que les entreprises ont quand même tout intérêt alors je peux vous dire que moi je travaille pour des clients, on est en train de travailler sur le sujet. Donc ça va peut-être aider, voilà. Hmm. Et il y a un projet de réglementation en Europe aussi, d'IPEF, d'EcoScore, pareil dans les années qui viennent, avec même le DDP, le Digital Product Passport, où on va falloir, voilà. Donc il y a des réglementations qui vont arriver, on l'a dit, ça foisonne de partout, pour essayer d'aider le consommateur à orienter ses choix. Mais le diable se niche dans le détail. Ouais. Prenez l'EcoScore pour l'industrie textile. Aujourd'hui, le poids du vêtement va être important. Et donc, je vous caricature un peu. Plus vous produisez de la merde légère, moins votre éco-score va être élevé. Ah oui, ok. Et plus vous produisez le même produit qui va être plus épais, par exemple un t-shirt en coton qui va être beaucoup plus épais, qui va consommer plus de matière, mais que vous allez garder plus longtemps, bah, finalement, il va être défavorisé dans l'éco-score par rapport au t-shirt qui est beaucoup plus léger et que vous allez laver 3 fois qui va être foutu. Ok. Ça, c'est la réalité de l'éco-score qui va sortir au niveau français. Voilà. Donc, sur le principe, c'est plutôt bien. Oui. Mais on en revient à la réglementation. Le détail de la réglementation, bon, on pourra encore en discuter, quoi. Ok, Bah, c'est perfectueux. merci. Moi, j'avais juste une dernière question, peut-être plus basée sur votre expérience, Oui. à vous. Est-ce que vous pourriez, je sais pas, par exemple, nous donner l'exemple de ce que ce serait en fait de travailler tous les jours dans une chaîne de valeur d'un sous-traitant, d'un fournisseur qui n'est pas très aligné sur les droits de l'homme Ah ben, je vais vous donner 3 exemples très concrets, dans 3 pays différents. Alors la Chine ou la Malaisie ou Taïwan, enfin, vous avez le choix du pays, hein, c'est à peu près la même chose. Ça va être en moyenne en temps de travail, on va être, entre 70 et 90 heures par semaine. 35 heures sont très, très loin. Au mieux, vous avez 1 jour de repos par semaine, mais c'est plutôt en général tous les 15 jours, voire 1 fois par mois. Ça veut dire ça. Vous êtes hébergé dans des conditions, vous êtes à 8 dans des pièces pas chauffées, avec une douche pour 30 personnes, d'eau froide, enfin, voilà, des conditions d'hygiène absolument déplorables. Et vous êtes là avec votre femme et vos enfants parce que vous venez du nord de la Chine ou du centre de la Chine, très rural, où vous avez rien pour d'activité en fait professionnelle. Et donc vous migrez vers le sud de la Chine, dans l'arc entre Macao, Canton, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong. Là, vous avez 300 millions de personnes. Vous avez les usines du monde entier, là, Ok. dans cet arc-là. Et ça, là, je viens de vous décrire ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez des conditions terribles. Pour ceux qui font du textile, dans l'atelier de repassage, il fait 45 degrés. Tout le monde est à peu près brûlé aux avant-bras parce qu'à force de repasser et qu'on est fatigué, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour la Chine. Donc un temps de travail, voilà, je vous l'ai dit, entre 70 et 90 heures par semaine, avec très peu de repos. Pour le Nouvel An chinois. Ils repartent chez eux pour le Nouvel An chinois, là, fin janvier, puis ils reviennent 15 jours, 3 semaines plus tard, et après ils repartent pour toute une campagne de plusieurs mois. Si on prend le Qatar ou Dubaï, on en parle en ce moment dans l'actualité, moi j'ai mon record de temps de travail qui est de 20 heures sur 24, 28 jours de suite. En fait, un employé qui travaille dans deux sociétés, enfin pour un employeur qui le faisait travailler pour 2 sociétés, c'était une activité de service, c'était des agents de gardiennage, enfin des agents de sécurité, travaillait 10 heures dans une entreprise et après il partait 10 heures dans l'autre, voilà. Donc là on est 20 heures de suite. Il peut pas s'en aller parce que vous savez qu'à Dubaï, si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes expulsé du pays. Et par ailleurs, il y a une rétention du passeport, ses papiers d'identité sont confisqués. Et donc c'est quoi son quotidien? Moi j'ai discuté avec ces gens-là, hein, tout ce que je vous dis, je l'ai vu. Oui. C'est-à-dire qu'il fait ses 10 heures plus 10 heures, 20 heures. Ensuite, il est ramené par une navette par son employeur au Labour Camp qui est à une demi-heure. Ensuite, il va dîner, il va prendre sa douche, il va dormir 1 heure, 1 heure et demie. Il reprend un repas machin, frugal, et il repart à la navette, il repart travailler. Il fait ça plus de 25 jours de suite. Et l'employeur dit: ah oui, le gars, il est nul. Ça fait plusieurs fois que je le vois s'endormir au travail et c'est pas acceptable. Je vous assure, hein, c'est du jus. Et les États-Unis, aussi un quotidien, ceux qui font les vitrines dans les magasins. C'est un métier très dur, souvent et comme toujours des immigrés, hein. Donc là, ce que j'ai vu, c'est des Mexicains à New York, dans la ville de New York, pour faire les vitrines. En fait, ils fabriquent la vitrine dans la journée, avec du bois, du métal, du plastique, enfin, ils font leur truc. Une fois que c'est prêt, il la démonte pour pouvoir l'emmener dans le magasin, mais qui charge le camion. Le magasin, vous montez les vitrines quand il est fermé? À la nuit. Donc la nuit, vous montez la vitrine, et puis il vous reste 2-3 heures pour dormir, et hop, vous repartez fabriquer une vitrine. Voilà. Et donc là, on arrivait sur les temps de travail, on était entre 100 et 128 heures par semaine de temps de travail. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre Si, question, complètement. mais quand on parle de problématiques sur les droits de l'homme, on parle de ça. Ok, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre réponse et surtout merci beaucoup pour cet échange qui était très intéressant et très riche. Ce qui ressort clairement de cette conversation, c'est que la responsabilité d'une entreprise, elle s'arrête pas simplement à ses activités directes ou à ses employés, mais à l'ensemble de sa chaîne de valeur et notamment à travers sa responsabilité avec ses sous-traitants. C'est donc par rapport à chaque maillon de la chaîne de valeur. Ce qu'on en retient surtout, c'est que l'argument, ce n'est pas nous, c'est notre fournisseur ne tient plus, que ce soit juridiquement, socialement et surtout moralement. Euh, voilà, je pense qu'on a retiré de belles conclusions et que ce sera très intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent. Yes. Et si cet épisode vous a plu ou vous avez appris quelque chose, partagez-le autour de vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Et surtout, ne soyez pas un red flag, écoutez Green Flag.